Avec nous sur ce plateau, Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Alors, est-ce que vous regrettez le départ de Nicolas Hulot? Est-ce que vous êtes surprise ou pas? D'abord, je ne suis pas surprise de son départ. Je crois qu'il a avalé pas mal de couleuvres et sa marge de manœuvre n'a fait que se réduire au fil du temps. Il était évident qu'à un moment, vu que c'est un homme de conviction et que dans le gouvernement de M. Macron ultralibéral, il n'y a pas beaucoup de place pour l'écologie. C'était évident qu'il allait partir. Et bon, il est parti. Est-ce que vous avez été surprise par la façon de faire? La façon de faire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une seule façon de faire? Il en a eu. Mais là, c'est assez fracassant. Il n'avait prévenu personne. Il est parti quand même avec panache, puisqu'il l'a fait au lendemain de cette réunion sur la chasse, avec la réforme de la chasse, avec la présence d'un lobbyiste, et puis la réduction de moitié du prix du permis de chasse nationale, ce qui fera qu'il y aura beaucoup plus de chasseurs qui sortiront de leur département. Pour un homme, c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est évident. Mais est-ce qu'il a bien fait d'accepter d'être ministre? Écoutez, c'est d'abord pour réaliser ses convictions. C'est un homme quand même qui travaille sur l'écologie depuis de longues années. C'est un vrai convaincu. Qu'il aille au gouvernement tenter pour voir s'il peut faire avancer les questions dans lesquelles il est investi n'est pas tout à fait surprenant. Mais néanmoins, ce qui est triste aujourd'hui, c'est de se dire est-ce que dans un tel gouvernement, on peut faire avancer ce genre de sujet? Il a fait des petits pas. On ne peut pas dire que pour Notre-Dame-des-Landes, il a dû convaincre quand même Macron pour que l'aéroport n'ait pas lieu. Il a avancé sur certains dossiers. Le glyphosate, il n'a pas beaucoup avancé. Il a fait des efforts. M. Macron a dit que dans 3 ans, le glyphosate ne serait plus vendu aux agriculteurs. Et puis, dans la loi agriculture et alimentation, cela ne s'est pas produit. Donc, on n'a pas entendu parler de ça. Oui. Si vous le voulez bien, on va avoir un point de vue suisse, le point de vue d'un journaliste suisse, Richard Verly, que nous retrouve en direct. Vous êtes journaliste donc, pour le journal Le Temps. Merci d'être avec nous. Richard Verly, vous avez signé un article juste après cette annonce de cette décision donc, de Nicolas Hulot. Et là, vous êtes assez circonspect par rapport à cette déclaration fracassante. Vous dites que ça correspond au style Hulot. Pourquoi ? Oui, je pense qu'il y avait de sa part, peut-être même de manière spontanée, mais un évident souci de la mise en scène. Il a dramatisé sa sortie. Peut-être qu'il n'avait pas prévu de le faire de cette façon, peut-être qu'il s'est laissé prendre au jeu de la matinale sur France Inter, mais on a vu ce matin l'homme de télévision Nicolas Hulot capter son audience, capter l'attention, et je ne peux pas m'empêcher de penser que ça lui manquait au fond cette capacité à avoir le public de son côté comme ministre. Ça devait être terriblement dur pour lui. Alors merci Richard Verly, vous restez avec nous. Emmanuel Raimondi nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Vous co-signez ce livre, Les paradoxes de Monsieur Hulot aux éditions L'Archipel avec Jean-Luc Benamias, un livre qui sort aujourd'hui ou demain, je crois. Aujourd'hui. Aujourd'hui, donc voilà, alors à un moment vous dites partira pas, bien il est parti. Est-ce que vous avez été surprise par cette annonce? Comme tout le monde, oui, tout de même. Parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur, en tout cas récent, publiquement, comme quoi il allait partir. Mais ça prouve quand même quelque chose, c'est que c'est une bête médiatique. Il a réussi à faire de sa sortie un moment de radio, un moment qui a surpris tout le monde. Vous pensez que c'était calculé ou pas? Il y pensait depuis quelque temps, je pense. Après, là, comme ça, c'est probablement la réunion d'hier avec les chasseurs qui l'a décidé. C'est quelqu'un d'assez émotif, quelqu'un qui ne fait pas les choses sur un coup de tête, mais il suffit qu'il y ait effectivement un déclic, quelque chose qui le motive à prendre la décision, peut-être qu'il remettait à plus tard. On parlait de semaines à venir ou des prochains mois. Bon, finalement, il a estimé que c'était aujourd'hui et pas plus tard. Alors, il a dit qu'il se sentait très seul, Nicolas Hulot. On l'a entendu ce matin. Oui, il a évoqué le poids des lobbies. Là, c'est un discours qu'il a déjà tenu?
C'est un discours qu'il a déjà tenu, qu'il nous a dit, notamment sur le poids des lobbies. Quand on l'a rencontré, il a dit, c'est simple, je suis à un ministère où je les ai tous. Je suis au carrefour. C'est le ministère de l'impossible, hein, le ministère de l'Environnement. Et c'est une phrase qu'il a dite ce matin, moi, qui m'a beaucoup frappée. Il a dit « Qui ai-je derrière moi? Où sont mes troupes ?» Mais en fait, il n'a jamais pris le temps et eu l'envie de construire une force politique pour appuyer son combat. En 2007, quand il avait fait le pacte écologique, il avait 700 000 signataires. 700 000, c'est énorme. Il pouvait éventuellement en faire quelque chose. D'ailleurs, ses plus proches amis espéraient qu'il en fasse quelque chose. Il ne se sentait pas l'envie de construire un parti ou de construire une force politique à la Mélenchon ou à la Macron, pour le coup. Alors Esther Benbassa, on va revenir sur ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire le ministère impossible. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, hein, qu'un ministre s'en va ainsi. C'est impossible d'être ministre de l'écologie, selon vous? Pas seulement. Vous savez que les personnes venant de la société civile résistent moins aux longues tractations, au temps long de la réalisation de leurs projets, de leurs propositions. On l'a vu aussi pour d'autres, pour des conseillers et autres. Hein. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un technocrate. Ce n'est pas un pour politique. Vous, le gouvernement d'Emmanuel Macron, veut vraiment s'engager dans cette voie écologique? C'est pas un mauvais signal aujourd'hui? Moi, je ne dirais pas que tout est lié au fait de la mise en scène dans les médias, le caractère émotif du personnage. Moi, je ne ferais pas de la psychologie. Je dirais qu'il a vu que sa marge de manœuvre n'était pas grande. Il n'avait pas grand monde derrière lui à l'intérieur du gouvernement et qu'il mettait aussi quelque part, il hypothéquait le travail qu'il avait fait depuis des années et aussi le travail de sa fondation. Et donc ce départ est un départ raisonné, je suppose, et qu'il ait fait un peu de mise en scène. Il valait mieux partir en sortant avec panache et ne pas se mettre à pleurer. C'est pas une victime. Mais moi, j'ai suivi, je suis parlementaire, j'ai suivi Stéphane Travert pendant la loi Egalim, donc agriculture et alimentation, mais enfin, lui est un vrai représentant des lobbies qui sont donc le poids contre l'écologie. Le poids des lobbies est important, on l'a rappelé. Pendant des jours et des nuits, j'étais là, les amendements partaient les uns après les autres parce que les amendements de type écologiste que présentaient plusieurs groupes d'opposition, mais enfin, il faut tenir. Pour vous, il n'en avait pas conscience, Emmanuel Raimondi, il le savait, il est quand même la réalité est toujours plus dure. dure. Mais voilà, je pense Madame Benbassa a raison sur un point, c'est qu'en dehors du coup d'éclat de ce matin, etc., sa démission, ça veut surtout dire que le en même temps, ça ne marche pas. On ne peut pas être écologiste et libéral productiviste, c'est pas possible. Et il s'en est rendu compte. Je pense qu'il a accordé le bénéfice du doute à Emmanuel Macron il y a 1 an quand il a accepté ce poste. Il s'est dit, j'ai jamais encore essayé ça. Il faut que j'essaye parce que j'ai 62 ans et que si j'essaye pas, j'aurais pas tout tenté. Il s'est rendu compte. Logique contradictoire. Alors on va retourner vers vous, Richard Verly. Vous dites que c'était un alibi, en fait, ce choix d'Emmanuel Macron, choisir Nicolas Hulot. Pourquoi ? C'est-à-dire que Emmanuel Macron a évidemment fait un calcul politique en choisissant Nicolas Hulot. Ils se connaissaient, ils avaient travaillé ensemble au cabinet de François Hollande dans la préparation de la fameuse conférence sur le climat à Paris de décembre 2015. Mais la volonté d'Emmanuel Macron, c'était d'incarner ce rassemblement, d'incarner ce dépassement des partis politiques. Et c'est là où il y a une chose intéressante par rapport à ce que disait votre interlocutrice précédente. Oui, Nicolas Hulot aurait pu faire un mouvement politique, mais c'est précisément parce qu'il ne l'a jamais fait qu'il était intéressant pour Macron, parce qu'il était une figure en quelque sorte pure de la société civile, mais c'est évidemment là-dessus qu'il a échoué, parce que entre la société civile et le jeu politique qui est un constant rapport de force, il y a un abîme, un fossé, et Nicolas Hulot est tombé dedans. Merci Richard Verly d'être intervenu en direct dans 64 minutes. Esther Benbassa, je voulais réagir à ce qui a été dit. Oui, je pense que pour le gouvernement de M. Macron, l'écologie, c'est de la cosmétique. C'est une mise en scène. Il n'est pas allé très loin. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'égalité des femmes, pour le secrétariat pour l'égalité
l'égalité des femmes et des hommes. Je crois que la mise en scène est là. Et en plus, il faut se dire que l'écologie était un signe de modernité de la société nouvelle, n'est-ce pas? Il a mis ça vraiment en avant. Est-ce que c'est un coup dur quand même pour Emmanuel Macron? Moi, je pense que sa crédibilité en a pris un coup. Vous franchement, parce que là, c'est gratigné quand même, la cosmétique. C'était la prise de guerre d'Emmanuel Macron. On en parlait comme ça quand même de Nicolas Hulot il y a un an. Donc là, son ministre le plus populaire s'en va quand même. Ça veut quand même dire quelque chose aussi sur ce gouvernement et la politique qui se fait. Mais ça veut dire quoi exactement, effectivement? Ça veut dire que ce gouvernement ne fait rien, ou pas assez, en tout cas par rapport à l'extrême gravité des enjeux environnementaux, fait pas assez et va pas dans le bon sens. Enfin, il faudrait tout changer. Il faudrait changer de modèle agricole, il faudrait changer un paquet de choses. Nicolas Hulot a passé sa vie de militant à dire ça. Il s'est bien rendu compte que ça ne marchait pas. Est-ce que ça veut dire que politique et écologie, finalement, c'est compliqué, que ça ne peut pas aller ensemble? Et ça va dans certains pays, ça marche. Oui, pourquoi ça peut ne pas aller ensemble? Écoutez, dans une économie durable et solidaire, lorsque un gouvernement a décrété qu'il peut y avoir une transition énergétique digne de ce nom, qu'on commence à produire de l'électricité, pas en passant par le nucléaire, qu'on réduit... Donc ça peut aller, mais ça peut aller. Écoutez, pourquoi ça n'irait pas? Écoutez, l'écologie, on parle d'écologie politique. L'écologie, ce n'est pas ces gens barbus, les cheveux en l'air, poils aux jambes. Non, mais enfin, il faut sortir de cette mythologie. Il y a une écologie politique avec un programme, avec des principes, et ça marche dans certains pays. Oui. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de 64 minutes, donc pour commenter cette démission surprise de Nicolas Hulot du gouvernement en France. Merci à vous. Merci.